C'est très intimidant, hein. Franchement, que des juristes, en plus que plein de professeurs, des enseignants, et en plus des spécialistes du travail. Et je me présente aussi un peu comme spécialiste. D'abord, bonjour à chacune, chacun. Merci de m'accueillir, merci de m'avoir proposé cette réflexion aujourd'hui. C'est un bon prétexte pour moi. Je me dis depuis une trentaine d'années philosophe du travail, donc spécialisé dans le monde du travail, ce qui ne plaît pas beaucoup aux philosophes d'ailleurs, parce que le philosophe se demande toujours si quelqu'un qui est spécialisé dans le monde du travail n'est pas assujetti au monde du profit ou au monde de la productivité. Et donc évidemment, on n'a pas envie d'assujettir la philosophie à la productivité et encore moins au profit. Je ne pense pas que ce soit tout à fait mon cas. Je suis philosophe du travail, ça voulait dire effectivement qu'il y a longtemps déjà, je m'étais dit, passionné par la philosophie, je m'étais dit qu'effectivement, allant dans diverses entreprises, petites, grandes, industrielles, de services, etc., je constatais à quel point, déjà il y a longtemps, il était question de quête de sens, une espèce de serpent de mer, quoi. On dit, hein, on est en quête de sens. On dit souvent qu'on est en quête de sens quand on l'a perdu, hein. C'est-à-dire, enfin, quand on trouve que... C'est même pas quand on l'a perdu, quand on trouve que le sens est absurde. Quand on me demande de faire, c'est pas ce que je trouve juste de faire, en gros. Ou bien, quand on a une visée, finalement, comment dire, quand une visée qui paraît tellement disproportionnée avec les moyens qu'on met en œuvre pour l'atteindre. Bref... Je m'étais dit, un philosophe, c'est forcément, ça s'occupe du sens. Ça, c'est mon métier. Mais plutôt que de l'apporter, je m'étais dit, il faudrait plutôt faire médiation entre toutes les significations, les orientations, les aspirations que les uns et les autres peuvent avoir dans le travail, que ce soit collectivement ou individuellement. Et faire médiation, c'était aussi raviver le sens ensemble, le recréer, le repenser ensemble. C'est ça mon métier de philosophe du travail, que j'ai un peu inventé, mais qui depuis d'ailleurs maintenant fait l'objet de masters. Hein. Il y a des masters d'éthique appliquée, il y a des masters de travail, enfin, il y a plusieurs masters qui sont créés depuis, et tant mieux. Tant mieux. C'était aussi une concurrence avec les psychologues du travail, les médecins du travail. Enfin, j'avais envie de dire aussi, on peut intervenir dans le monde du travail quand on est philosophe, parce que le travail, la vie active, produit son sens sans arrêt. Et parfois, ce sens-là, ces significations vives, ardentes peut-être, qui structurent et orientent le travail et qui viennent directement de l'action, eh bien, ce sens-là, peut-être il faut le réactualiser, le remettre en commun. Ça, c'était une idée. Et puis, d'autre part, le travail aussi est un peu parfois ignorant ou aveugle à certaines humanités qu'il faut réinjecter dans le travail. Et ça, c'est l'autre partie de la philosophie au travail. Ce n'est pas la philosophie dans le travail, mais la philosophie au travail qui dit, tiens, si on venait réinterroger quand même la dignité ici, ou la liberté ici, ou la justice ici. Alors voilà, c'était ces deux grands axes de philosophie au travail et du travail que j'avais envie de développer et que j'ai développé depuis 30 ans dans beaucoup d'entreprises. Et je voudrais en témoigner un peu. Alors, évidemment, j'ai été très, très intéressé par cette histoire de métamorphose. Je me dis, c'est quoi la métamorphose ? C'est l'homme changé en bête. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme de cet ordre-là au travail ? L'homme changé en bête. Ça, c'est une histoire. Ou l'inverse, la bête changée en prince. Alors là, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ? C'est-à-dire, est-ce que le travail nous transforme celui qui travaille ? Ça, depuis la nuit des temps, hein, quand même. Le travail, évidemment, nous transforme. Nous transforme davantage à une époque qu'à une autre. Ça, peut-être, c'est ça la question qu'on peut se poser. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, Michel Serres avait écrit « Petite poussette » pour dire que par le numérique, et puis pas que pour le numérique, par la densification de la population, eh bien, les jeunes générations rentraient dans une ère radicalement nouvelle. Et c'est comme ça on s'était mis à parler de la génération Y. Désormais, on parle de la génération Z. Mais on disait, c'est pas une lente évolution, c'est qu'à un moment donné, comme quand il y a eu l'invention de l'écriture, eh ben, l'arrivée du numérique particulièrement, mais aussi l'arrivée d'un monde plein. C'est-à-dire, il disait, les jeunes n'arrivent pas dans un monde où il n'y a pas de mal à trouver sa place. Il faut faire sa place.
Ah, ça c'est drôle. Roland Barthes disait ça il n'y a pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps à mon échelle. Maintenant, le temps est à l'échelle de sa vie, hein, n'est-ce pas? Et il disait avant, ce qui était précieux, c'était peut-être un stylo, un bien qu'on offrait à quelqu'un comme ça. Mais maintenant, ce qui est très, très précieux, c'est la place. Je dis, ça a trouvé sa place quelque part dans un monde plein. Et bien évidemment, ce n'est pas du tout pareil que dans un monde distendu. D'ailleurs, la campagne et la ville nous en font la preuve sans arrêt, quoi. On lui dit, c'est quoi, quand on parle de métamorphose, aujourd'hui, plus qu'hier, enfin bref, est-ce qu'on se pose la question sur des moments de rupture? Alors aujourd'hui, hein, comment on dit déjà, la disruption, enfin, il y a des mots comme ça qui veulent signifier qu'il y a des fractures patentes, manifestes, quoi, qui arrivent et qui font basculer le sens, quoi, qui font basculer notre rapport peut-être, à mon avis, pas seulement au travail, peut-être notre rapport au monde, notre rapport aux autres et notre rapport à nos ambitions dans la vie. C'est-à-dire, je sais pas, dans les années 70, quand même, l'amour et le bonheur étaient quand même particulièrement des ambitions. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, ce serait l'amour et le bonheur qu'on mettrait en avant? Ou la quiétude? Qu'est-ce qu'il y a comme valeur dominante? Alors, moi, évidemment, le philosophe, il a toujours un pied dans le réel et un pied dans ce qu'il voudrait que le réel soit. Donc je ne suis pas sociologue. Hein. C'est qui la sociologue ici? C'est-à-dire, je ne sais pas mesurer le réel. Je sais peut-être le regarder, l'observer, le mettre entre parenthèses parfois, mais pas le mesurer. Donc mon propos, évidemment, il doit être pris très relativement, en fait, hein, parce que je ne viens pas apporter une vision quantitative ou mesurée ou estimative du réel. Mais par contre, j'ai envie de faire allusion à plusieurs endroits où je suis allé et pour voir comment cette métamorphose est arrivée à plusieurs reprises et comment on en est arrivé aussi. J'ai un peu envie de faire de l'histoire un peu. J'ai envie de vous donner un exemple. Je pense j'étais intervenu dans une usine qui fabriquait des jambons. Enfin, je ne sais pas si on peut dire fabriquer des jambons, enfin découper des jambons. Enfin bref, il y avait des jambons qui arrivaient sur un tapis roulant et toutes les 72 secondes, il y avait des découpeurs, des osseurs par heure de jambon qui devaient désosser ou découper le jambon et le passer au suivant. Donc ils avaient des cottes de mailles, enfin ils avaient des gants en cotte de mailles, enfin bref, c'était très manuel, mais c'était quand même très, très mécanique. Et à ce moment-là est arrivé un qualiticien de 25 ans ou 23 ans, ou peut-être même 22, enfin un jeune, quoi. Et il s'est mis très modestement à filmer le travail de ces bouchers qui étaient à la chaîne, mais qui étaient quand même fiers d'être bouchers. Hein, il s'est mis à filmer. Et puis après, il a comparé les films et il a fait des statistiques sur, finalement, la productivité d'un geste. Quel geste laissait le plus de viande sur l'os et quel geste laissait le moins de viande sur l'os? Et puis il a réuni tout à fait humblement, modestement, il a réuni les ouvriers et il a passé le film du bon geste qui laissait le moins de viande sur l'os. Et il a dit, il faut faire comme ça, quoi. Maintenant il faut faire comme ça. Tout à coup il réintroduisait une norme. Je dis, tiens, à ce moment-là il y a une petite métamorphose du travail. C'est plus le management qui commande, c'est la norme. Alors je m'adresse à des juristes qui sont spécialistes de la norme, je me dis, waouh, est-ce que vous êtes les producteurs de normes ou les applicateurs de la norme ou les réinterprétateurs? Enfin, bon, c'était une question parallèle. Bref, je me suis dit, c'est drôle ça. C'est pas le management qui dit c'est pas bien ce que tu fais ou il faut faire autrement, etc. Tout à coup, il dit ça. Évidemment, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça a produit. Hein, ça a produit. On va voir si vous êtes sensible. Qu'est-ce que ça a produit instantanément? Enfin, 2, 3 jours après, 4 jours après. Qu'est-ce que ça a produit? Que les ouvriers, bouchers, spécialisés, connaisseurs de leur métier, s'obligent finalement, parce qu'ils avaient peut-être déjà intériorisé la norme, s'obligent à couper la viande de cette manière. Hein. Qu'est-ce que ça a produit? Bon, je vous le dis parce que j'entends pas bien. Des tendinites. Hein, des tendinites.
ça a produit des tendinites. Et une tendinite, ça arrive vite et ça part lentement. Donc en termes de productivité, je ne vous raconte pas, on perd beaucoup plus d'argent que sur la viande qu'on a laissée sur l'os. Bon, ça c'est un exemple. Et je me suis dit, là, il y a un vrai virage. Là, il y a quelque chose, quoi. Ça me semble... C'est cette transformation. Et puis, quelques temps plus tard, je suis allé dans une usine qui fabriquait des soupes, enfin, qui produisait de la soupe. Je ne suis pas allé que dans des usines, je vais passer dans d'autres mondes. Ah non, pardon, c'était les compotes de pommes, je mélange. Bon, c'est pas grave. Les compotes de pommes... J'allais dans cette usine, il y avait des mécanos, des agents de maintenance qui passaient d'un endroit à l'autre pour réparer. Ils étaient appelés par un pilote de ligne, c'est pas les avions, hein, c'est pilote de ligne. Et il dit viens réparer, etc. Enfin bref, ça se bloque, etc. Et puis un jour je reviens et là je vois les agents de maintenance, les mécanos, ils sont plus en bleu de travail, ils sont en blouse blanche. Alors là je me dis waouh, c'est drôle, pourquoi ils sont en blouse blanche? Et ils me disent viens voir Bernard, viens voir. Et ils m'emmènent vers un écran et ils me disent ben voilà, maintenant tout est informatisé, donc une panne, on la voit là. Et j'ai dit alors quand tu la vois, qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit j'appelle l'informaticien. Et alors là, et il dit tu peux pas savoir ce qu'on s'ennuie. Et là tout à coup, là aussi c'est une transformation, une perte de sens. Arrive le numérique. Et je vais dans une autre usine et on me dit... alors, je ne voudrais pas non plus faire un tableau qui ne fait que se noircir d'époque en époque. Hein. Ce n'est pas ça mon propos. C'est juste attirer l'attention sur ces différentes étapes de métamorphose. Il y a quelque chose, la mue, elle est tout à coup dans la distanciation. C'est-à-dire le numérique, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte plein de choses, mais il apporte que le lointain devient proche, mais que le proche devient lointain. Il apporte, et alors c'est là où je voulais arriver chez Liebig, je me souviens, des agents de maîtrise qui disaient, les jeunes là, ça devient des presse-boutons. Ils n'étaient pas contents parce que les jeunes en question, qui étaient sûrement un peu plus qualifiés que eux, un peu plus formés, ils restaient dans la cage de verre pour regarder désormais la fabrication de la soupe. Et quand les agents de maîtrise disaient c'est des presse-boutons, ils disaient mais pourquoi il n'y va pas? Pourquoi il ne va pas voir ce qui se passe? Pourquoi il ne va pas sentir l'odeur de la machine? Pourquoi il ne va pas écouter le bruit de la machine? Et là, ça les dépassait, quoi. Et même, je me souviens, j'avais réuni les agents de maîtrise et le directeur de production. Ça, c'était encore une autre affaire. Et il disait, j'avais dit, c'est quoi la philosophie de votre travail? Ça, j'aime bien poser cette question. Je vous la poserai d'ailleurs. C'est quoi la philosophie de votre travail? C'est-à-dire, qu'est-ce qui compte? Ce pourquoi vous avez envie de vous battre et qui constitue votre point de mire. Hein, pour moi, ce serait ça la philosophie du travail. On n'y arrive pas vraiment, mais on y va. Et donc, les agents de maîtrise, ils avaient dit, nous, ce qu'on veut, ce qui nous compte vraiment le plus, c'est que les consommateurs de notre soupe, ils la trouvent bonne. Et que ce soit aussi bon pour leur santé. Ce qui est à peu près, ce qui était assez vrai, je trouvais. Et le directeur de production, il avait dit, moi, ce qui compte pour moi, c'est que les camions partent pleins à l'heure. Et là, il y avait comme un écart. Alors ça, est-ce que c'est une transformation? Oui, parce que le directeur de production, il passait son temps devant les tableaux Excel. C'était vraiment sa manière. Et les ouvriers me disaient, il ne vient jamais nous dire bonjour. Ah oui, c'est old school d'aller dire bonjour. Enfin, il y a un côté... J'avais travaillé en prison aussi. Je disais, les jeunes... ils préfèrent, quand ils voient que ça commence à remuer en bas, ils voient ça sur les écrans, hein, et ils appellent la gendarmerie. Et les vieux, ils vont au milieu. Alors, ils se prennent des fois des coups de couteau au milieu. Il faut quand même le dire. Hein, ça. Mais quand même, donc c'est pour ça que je disais, la transformation par le numérique, c'est à la fois, on repousse le proche et on rapproche le lointain. Enfin, il y a quelque chose avec la distance et avec l'abstraction aussi. Comment le travail devient abstrait. Alors ça m'a beaucoup intéressé parce que moi, philosophe, à chaque fois que je vais faire de la philosophie dans le monde de l'entreprise, on me dit, vous savez, moi je suis pratico-pratique, hein. Moi je suis concret, ou moi je suis pragmatique. Et puis donnez-nous des outils. Enfin, on n'arrête pas de parler un langage de l'efficacité et du concret et de la concrétude, quoi. Mais en même temps, c'est aussi des gens qui passent leur vie devant un ordinateur, hein, qui me disent ça.
c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on parle du télétravail, mais le télétravail, ça existe depuis très très longtemps. C'est-à-dire tout ce travail qui s'est transformé, y compris en usine, pour se faire devant un écran. Alors ça, quel que soit l'intérêt du travail, évidemment, le travail devant un écran nous met dans un rapport au sens. Alors, je viens à cette question du sens. C'est pas pour rien, à mon avis, quand même, que c'est le même mot pour parler des sens comme des sensations, des sens pour que ce soit l'orientation et sens comme signification. C'est pas pour rien. Il y a quelque chose. Roland Barthes parlerait d'amphibologie dans les liens entre ces termes. Hein, il faut les retrouver au lieu de les opposer, ces significations entre trois significations d'un même mot. Enfin bref. Et donc, il dit quand même un travail qui est privé de sensations corporelles, physiques, qui est privé de mouvement, c'est-à-dire qui fait un usage extrêmement exclusif et spécialisé de nos facultés. Alors ça, c'est possible que ce soit une évolution du numérique quand même particulière. En tout cas, si on fait référence à ces ouvriers dont je vous parlais, ils ne bougent plus, ils sont devant un écran. Même eux, qui étaient destinés quand même, effectivement, à toucher la matière, à se mouvoir, eux, dans l'espace, à se déplacer, et puis à y aller avec leur puissance d'agir en acte, pas leur puissance d'agir seulement cérébrale. Alors, je sais pas, quand on fait référence pour le travail, on peut faire référence à Charlie Chaplin et les temps modernes. C'était quand même une illustration, une représentation du travail très très mécanisé. Et donc la métamorphose, là, c'était comment finalement l'homme devient un rouage de la machine. Ça, c'était une métamorphose sérieuse. Et puis sont arrivées, par exemple, les centrales d'appel, enfin comment on appelle ça, les centres, centrales, les call centers. Ouais, c'est mieux de dire call center. Et là, on se demande, l'homme, alors c'était déjà pas terrible, quand on voit les temps modernes, on se dit, oh là là, quelle horreur, on a été instrumenté, mécanisé quasiment, parce qu'il faut suivre le rythme de la machine. Donc c'est pas la machine qui s'adapte à l'homme, c'est l'homme qui s'adapte à la machine. Et il devient une part de la machine. Mais alors avec les call centers, il devient une part de l'ordinateur. Alors là, j'ai l'impression qu'on fait encore un saut. Il y a encore une petite métamorphose parce que là, il n'a pas l'esprit libre. Les désosseurs par heure dont je vous parlais, quand il me disait « Mais toi, Bernard, tu rentres à la maison et tu penses encore à ton travail. Moi, pas. Moi, quand je suis à la chaîne là-bas, je pense à autre chose. Je suis libre, moi. » Et je ne crois pas du tout que c'était une fanfaronnade. Hein. Pas du tout. Hein. C'était vraiment, je crois, réel. Ils étaient tous d'ailleurs dans des... Plus que 5 minutes, mais je suis à peine à l'introduction. Ah ouais. Voilà, alors je vais faire un saut hyper rapide. Un saut. On ne peut pas avoir 10 minutes? Non. Alors on n'a qu'à voter? Non, d'accord. Donc je me dis, bon alors je fais un saut, parce que hier je suis allé voir des étudiants, je me suis dit, il faut que je vois du concret. Un étudiant, c'est concret, forcément. Enfin, quand on essaye de voir... qu'est-ce que notre époque apporte, quoi. Alors, j'avais demandé ce qu'ils pensaient du travail. Ils sont là, mais pourquoi ils sont tout en haut? Ça, c'est bizarre. Un étudiant, ça reste en haut. C'est bizarre. C'est toujours en haut, un étudiant, c'est ça? Oui, enfin, bref. J'aurais aimé que vous soyez là, parce qu'on se connaissait un peu. Enfin bref. Mais là encore, c'est la question de la distance. Enfin, c'est drôle, ça. Donc, si je fais un grand saut, je vais venir à cette période du confinement. Parce qu'elle nous a apporté, je pense, une vision du travail qui semble avoir un peu opéré une mutation. Je fais un grand saut et je dis, tiens, oui, c'est vrai, en 2 jours ou 3 jours, il y a des entreprises énormes. Moi, j'ai travaillé avec la CAF, la CAF de Lille, la plus grande de France. Et en 3 jours, ils ont mis tout le monde en télétravail. À tel point, d'ailleurs, que ce n'était plus le mot télétravail qui convenait. Ça m'a intéressé. Parce qu'il me semblait qu'avant, quand on permettait à quelqu'un de travailler chez lui, on appelait ça du télétravail parce que c'était comme une extension du bureau à la maison. Et on ne voulait pas savoir qu'il était à la maison. On venait même vérifier que tout était bien conforme aux obligations du travail. Donc il faut que ce soit un lieu adapté, il faut qu'il ait assez de place, il faut qu'il ait un câblage suffisant, etc. Et puis tout à coup, ben non, on s'en fout là maintenant. Tout le monde est à la maison, donc c'est le home office. Et on sait bien que le petit, il va peut-être grimper et il va peut-être renverser le chocolat sur le clavier. On le sait. Et ça change un peu le management parce que quand tu parles à distance avec ton collaborateur, tu t'intéresses à chez lui.
Tu ne peux pas faire autrement. Le petit vient de crier, il s'est levé, etc. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc là aussi, il y a peut-être une petite métamorphose. C'est-à-dire, tout à coup, dans une tendance générale où on cherche à séparer de plus en plus radicalement, à mon avis depuis les 35 heures, les sphères du privé et du public, les sphères du privé et du professionnel, pardon, dans cette... Elle s'en va, c'est... Bon travail. Dans cette tendance où on cherche à... Hier encore, ils me le disaient, les étudiants, ils me disaient, est-ce qu'on n'a pas envie vraiment que les deux sphères s'interpénètrent ou se mélangent de trop? Et même peut-être que mon chef, je ne vais pas le tutoyer, je ne vais pas l'appeler par son prénom, parce que je voudrais quand même garder une distance. C'est pour ça que je pense que le mot distance est un mot central dans la métamorphose du travail. Il faut parler de distance critique. Bref, donc il y a quelque chose qui s'est passé dans le fait de reconnaître quand même au travail à distance, chez soi, de reconnaître que le chez-soi va pouvoir finalement avoir quand même un peu d'influence sur le travail. Et qu'on ne va pas faire abstraction de son chez-soi quand on travaille. Et puis, vous savez, on parle aussi du full remote. Vous voyez ce que c'est le full remote? C'est-à-dire, ce n'est pas seulement chez soi, c'est tu travailles où tu veux. Tu travailles où tu veux dans une considération première de ton bien-être et de ton bien produire, si on peut dire. C'est-à-dire, si tu as besoin d'une piscine à côté de toi pour bien travailler, prends une piscine, on s'en fout. L'essentiel, c'est que tu produises bien. Bon, et le full remote, effectivement, déterritorialise le travail. Et ça, c'est une grande métamorphose quand même. La déterritorialisation du travail, bon, c'est opéré d'abord par le numérique, mais c'est opéré par un changement de mœurs. On va faire confiance quand même. On va faire confiance. Tu vas pouvoir travailler ailleurs et on te fait confiance. Et on ne va pas seulement voir quand est-ce que tu allumes ton PC ou ton Mac, non ton PC. Alors, ça, pour moi, ce serait... il reste encore combien? 10 minutes? Il ne reste pas 10 minutes. Et non. Ah non, et non. Bon, d'accord. Juste encore deux petites choses. Oui, d'accord. Dans les métamorphoses, aujourd'hui, évidemment, le travail, c'était une question que j'avais envie de poser à des juristes. Il y a une discussion, un dialogue, une dispute entre Paul Ricoeur et Emmanuel Lévinas, qui dit, Emmanuel Lévinas, il dit, qu'est-ce qui est premier, la justice ou l'éthique? Et alors, Lévinas, il répond, c'est l'éthique. C'est l'éthique qui permet la justice. C'est parce qu'on a un rapport de responsabilité avec autrui, de reconnaissance d'autrui comme un autre, qu'on peut asseoir finalement les institutions. Et puis Ricoeur, il dit le contraire. Ricoeur, il dit, je schématise un peu, mais il dit le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire, cet appel de l'éthique dans les entreprises aujourd'hui? Donc cette métamorphose dont on a parlé, cet appel de l'éthique, pour moi, c'est dire, ça allait dans le... je peux pas, il n'y a pas que le jeu qui m'intéresse, il y a l'enjeu qui m'intéresse. C'est-à-dire, alors ça, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, c'est peut-être pas partout, hein, mais si j'ai un peu le luxe de pouvoir choisir mon travail, alors en ce moment-là, hein, je ne veux pas seulement me contenter d'un faire, d'un agir, d'opérations qui me conviennent, mais je veux aussi être en accord avec ce vers quoi mon travail tend et comment il sert une société. Alors, et ça, est-ce que c'est une question d'éthique ou est-ce que c'est une question de justice? Enfin, je dis justice, ou je sais pas, ou de juridique. Évidemment que c'est pour ça qu'on parle d'éthique au travail. On dit ce qui ne peut pas être normé. L'éthique, ce serait ça. Ce qui ne peut pas être normé, mais qui quand même nous donne un sens. Un sens dans lequel nous, humains, et pas seulement petits soldats, ou pas seulement gens obéissants, nous nous reconnaissons. Donc, hier, on discutait à table, je discutais la différence entre l'égalité et légitimité. Et dire, évidemment, être en accord avec ce que je fais, et même avec les normes que j'applique, hein, être en accord intime, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. Hein. Sinon, l'autonomie, c'est être à soi-même sa propre loi. Mais sa propre loi, c'est-à-dire celle que j'ai légitimée, ou que nous avons légitimée ensemble. Alors, bon, il me semble que la question de l'éthique, elle est dans... Qu'est-ce qui me reste, moi, comme marge de manœuvre? Qu'est-ce qui me reste comme conciliation des sens possibles dans l'entreprise? Et comment je peux être en accord avec ce qu'on est en train de faire, à la fois aux autres, à la fois à l'environnement et à la fois au monde? Ça, c'est évidemment peut-être une aspiration, certainement pas partagée par tout le monde, mais c'est peut-être une tendance et que les entreprises sont en train de s'en préoccuper
pour ça qu'on va non plus vers les entreprises éthiques, mais les entreprises à mission, c'est le stade d'après. Et juste, pour finir, je voudrais faire une petite citation de Roland Barthes, parce que comme j'ai parlé beaucoup de distance, je peux, encore une petite citation? Oui, je peux. Je vous avais apporté aussi un règlement d'intérieur d'usine de 1873, je ne vous raconte pas, comme là il y a eu des métamorphoses depuis. Donc, un texte, il dit la tension utopique qui... Alors prenez un cachet aspirine. La tension utopique qui gît, mais enfin le droit c'est pire. La tension utopique qui gît dans le fantasme idiorhythmique vient de ceci. Alors le fantasme idiorhythmique, c'est le fantasme qu'on pourrait vivre en communauté, chacun à son rythme. Ce qui était le fantasme du télétravail. On fait équipe quand même, alors que chacun, il y en a qui travaillent à 5 heures du matin parce que comme ça les enfants ne sont pas levés, etc. Enfin bref. Et ce qui est désiré dans l'utopie idiorhythmique, c'est une distance qui ne casse pas l'affect. C'est cette quadrature du cercle, une distance qui ne brise pas ou qui n'uniformise pas l'affect. Et l'expression, je passe, une distance, c'est très joli ça, moi j'aime bien, je suis un peu idéaliste, une distance pénétrée, irriguée de tendresse. Un pathos où entrerait à la fois de l'éros et de la sophia. L'éros, l'amour, la sophia, la sagesse. Et si on peut concilier, y compris au travail, l'éros et la sophia, ça, ce serait encore une belle métamorphose du travail. Vivre ensemble, selon la délicatesse, voudrait dire vivre vis-à-vis des autres, à la fois dans la distance et dans les égards. Ce serait accomplir ou réaliser une absence de poids dans la relation, et cependant une chaleur vive de cette relation. Et le principe de délicatesse, ce serait de ne pas manier l'autre, de ne pas manier les autres, de ne pas manipuler, de renoncer activement aux images des uns et des autres. Il était précurseur par rapport à la question du consentement, je pense. Je m'arrête là.